Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous demeurez une femme libre dans votre métier d'actrice comme au quotidien, une liberté qui ne vous a jamais empêché d'œuvrer sur plusieurs chaînes. Vous défendez des causes chères à votre cœur comme actuellement au théâtre. Bonjour Sylvie Testu. Bonjour. Alors vous êtes au Théâtre de l'Œuvre avec une pièce étonnante, tout le monde savait, basée sur un fait d'actualité. On va en parler. Parce que ça s'ajoute à un palmarès incroyable. Je ne sais pas comment vous faites pour faire autant de choses depuis des années. Et on va les évoquer à travers des dates clés, puisque c'est le principe des clés d'une vie. La première que j'ai trouvée, c'est la sortie d'un film qui vous dira quelque chose, le 11 décembre 1985. Écoutez. Chanson connue, mais le film encore plus connu, L'Effronté. L'Effronté, c'est un film qui vous a marqué, je crois, Sylvie Testu. Oui, parce que c'est le premier film que j'ai vu en dehors d'un dessin animé, quoi. Et j'ai l'âge de Charlotte Gainsbourg. Donc du coup, j'ai adoré ce film parce que Claude Miller, il a raconté l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui n'est pas la plus belle, mais qui n'est pas la plus vilaine, qui n'est pas la plus drôle, mais qui n'est pas la plus mystérieuse. Elle se sent moyenne. Et c'est exactement comme ça qu'on sent quand on a 12 ans. Et on commence un petit peu à mentir. C'est le début d'une liberté qu'on s'offre. En fait, le mensonge, il n'a pas de vraie incidence. Mais on s'invente une vie. Enfin, on veut sortir un peu de cet endroit où on est commandé tout le temps. Et je me suis identifiée. Complètement. Complètement. Et j'ai adoré ça. Et de nouveau, je le dis souvent, mais j'avais cette même marinière qui était très à la mode à l'époque, et que ma mère me remettait sur le dos dès qu'elle était sèche. Je ne pouvais pas la supporter, cette marinière. Je voulais absolument un t-shirt avec autre chose, quoi, dessus, mais pas des rayures bleues. Et ce film, c'était votre premier film au cinéma en dehors des dessins animés. C'est ça. Vous étiez allé par hasard ou... Alors je ne me souviens plus, je sais exactement dans quel cinéma c'était. C'est un cinéma qui n'existe plus sur les pentes de la Croix-Rousse, enfin sur le plateau même, qui s'appelait le Chanteclair. Aujourd'hui, il a été détruit, il y a un immeuble à la place, mais le café en face, où après on allait boire une grenadine, s'appelle toujours le Chanteclair. Alors il se trouve que Charlotte Gainsbourg, c'était ses débuts à l'écran, et elle était effectivement une effrontée. Elle vivait le week-end chez Serge Gainsbourg et Jeanne Birkin à Cresseveuil, près de Deauville, et elle avait remarqué que toutes les tombes du cimetière voisin n'étaient pas fleuries. Donc elle avait pris des fleurs pour certaines mondes pour que tout le monde en ait, ce qui avait provoqué un scandale dans le village. Ouais, mais c'est merveilleux, je trouve ça merveilleux, ça lui va bien d'ailleurs. Alors justement, la Croix-Rousse, c'est le quartier de Lyon où vous avez grandi. Alors on appelle la Croix-Rousse parce que c'est la colline qui travaille par rapport à la colline qui prie. Oui. C'est la en fait, Croix-Rousse. c'était les gens qui faisaient de la soie, c'était les canuts, ce qu'on appelle les canuts. Et, il y en avait 30 000 au 19e siècle. Exactement. Et donc, c'était vraiment un grand artisanat, quoi. J'allais dire industrie, mais pas du tout. Et en fait, les traboules qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale à échapper aux nazis, en fait, tout le monde pense que c'était construit pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, c'était des passages qui ont été faits parce que c'était très pentu pour que les canuts avec leurs grands rouleaux de soie puissent passer sous les immeubles et rejoindre Lyon plus plat, quoi. Et donc vous avez vécu dans ce quartier qui était en train d'être remis à neuf et qui était un quartier populaire mais heureux. Ah oui, c'était un quartier incroyable. C'était un quartier fait d'immigration essentiellement. Il y avait vraiment... tout le monde était à peu près représenté, enfin en tout cas dans l'immigration des années 80. Et alors c'était un joyeux bordel, on va dire ça comme ça, parce que c'était vraiment, ça partait dans tous les sens. Il y avait ceux qui trouvaient que les macroutes c'était bien meilleur que les bunes de ma grand-mère, enfin voilà, la paella c'était pas bon. Ah non, finalement le couscous c'était ça qui était meilleur. Enfin bon bref. On se disputait à coups, je l'ai écrit ça dans un livre, à coups de grand-mère, parce que nos grand-mères étaient toutes femmes de ménage. Oui, aujourd'hui c'est un quartier d'artistes, je crois. C'est ça. Alors maintenant, oui, voilà, c'est un quartier beaucoup plus bourgeois, mais quand même qui reste un quartier avec pas mal de poésie malgré tout. Alors il se trouve que vos parents se sont séparés quand vous étiez tellement jeune que vous n'avez aucun souvenir jeune de votre père et que vous l'avez revu 30 ans plus tard, Sylvie Testu. C'est ça. Et ben c'est-à-dire que non, j'avais aucun souvenir de lui, et dans ma famille tout le monde est très très brun, avec la peau très mate et les yeux très noirs. Et donc moi je suis sortie comme ça, avec les cheveux jaunes et les yeux très clairs. Et les enfants ne retiennent jamais ce qu'on leur assène plusieurs fois. Mais en revanche, ce que vous chuchotez entre deux portes, ça, ils s'en souviendront toute leur vie. Ce qui a été mon cas, c'est-à-dire que j'ai entendu une ou deux fois, elle lui ressemble tellement. C'est-à-dire à qui? Et donc j'avais volé une petite photo, donc de mon père, quoi, que je ne connaissais pas. Et je m'identifiais à lui, je trouvais que oui, il avait les cheveux clairs, les yeux clairs.
Et un jour, j'ai joué au théâtre à Lyon. Il est venu me voir et je l'ai vu. Et c'était des retrouvailles, je pense, plus qu'émouvantes. C'était, alors, étonnamment, il n'y a pas eu de grandes effusions comme on s'imagine dans les émissions de télé ou dans les films. Mais non, en fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Parce que, évidemment, quand on est petit, on construit l'absence. On construit quelqu'un d'immense. Moi, il faisait très très peur, ou alors il était très très drôle. Il était très quelque chose. Pour briller si fort par son absence, il fallait qu'il soit surdimensionné. Et j'ai vu un monsieur, qui était très gentil au demeurant, assez drôle. D'ailleurs, j'ai été très choquée parce qu'il avait un accent. Et je ne le savais pas. Et la voix, c'est quelque chose de particulier. Et quand il m'a dit, mais c'est bien de me téléphoner, parce que je l'ai appelé, j'étais sciée. Je me suis dit, waouh, j'ai passé toutes ces années sans savoir qu'il était ardéchois d'origine. Et donc voilà, la rencontre s'est faite. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qu'on ne connaît pas? On raconte ce qu'on fait comme métier, on donne sa situation familiale, et il savait tout. Alors j'ai assisté à sa rencontre, et celle de mes sœurs, et bon, j'ai trouvé ça super, mais bon, je ne savais pas quoi en sortir de ça, quoi. Alors effectivement, il y avait 3 sœurs dans la famille, et votre mère qui était comptable, il fallait lui rendre des comptes justement, parce que ces 3 filles ensemble, fallait les surveiller, fallait éviter les colères, les disputes, c'était pas simple, Sylvie Testu. Oh 3 filles ensemble, on se dit, c'est mieux que 3 garçons, j'imagine, dans le chahut. Eh ben c'est faux. Je pense que c'est équivalent. 3 filles ou 3 garçons, je pense que ça fait du remue-ménage de la même façon. Et puis, surtout, il y a une chose qui est folle, c'est que chacun se positionne par rapport à l'autre. Et on avait comme des petits rôles. Et donc ma sœur aînée était vraiment le co-gestionnaire de la maison. Ma petite sœur, c'était celle qui exécutait. Et moi, comme je l'ai écrit dans un livre, j'étais un peu le char d'assaut. C'était moi qui étais les bras et qui défendait ce petit quatuor. Et mais tout ça s'organisait plutôt pas mal. C'était moi, j'ai eu une enfance très heureuse. Je regrette rien. Et l'école, alors une chose étonnante, parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup d'enfants dans votre cas, vous avez appris le chinois très vite, Sylvie Testu. Oui, c'est ça. Pourquoi? Je voulais apprendre, alors il y a une vraie raison à ça, je voulais absolument apprendre l'arabe. Et quand j'ai compris que j'apprendrais l'arabe littéraire et que je ne pourrais pas me balader ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, enfin nulle part, parce que j'apprendrais l'arabe littéraire et que je pourrais être quelqu'un qui présente une émission à la télévision, je me suis dit, mince, alors je vais pas apprendre une vraie langue. Et je ne voulais pas apprendre une langue comme ça, je voulais apprendre un autre alphabet. Et je me suis dit, chinois. Ça, c'est super. C'est presque du dessin. Et les caractères chinois sont compliqués à faire, il y a un sens et tout ça. Et puis, ça m'a plu. Donc j'ai choisi chinois. Oui, j'ai fait chinois. Voilà. Et il se trouve aussi que le théâtre, ça a commencé à Lyon. Je crois qu'il y avait un professeur qui est aujourd'hui le directeur artistique de Décembre Groupe, qui s'appelait Christian Taponard, qui vous a initié, Sylvie Testu. C'est ça. En fait, j'avais ma meilleure copine, donc, qui faisait du théâtre. Et je suis un peu allée voir ce qui s'y passait. Et donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler des textes, ouais. Avec une envie d'être comédienne, ou c'est venu comme ça? C'est compliqué quand on connaît personne dans ce métier, tout ça. C'est pas un rêve qu'on formule, c'est pas une idée qui se met au devant de la conscience. J'imagine que c'était coincé quelque part, parce que quand l'occasion s'est présentée, j'y suis allée direct. Mais en revanche, non, je me suis dit, je vais quand même assurer, je voulais faire de l'histoire, je me suis dit, je vais m'inscrire en fac, je vais faire les choses bien. J'ai quand même passé le conservatoire. Voilà. En fait, vous avez fait le cours Florent, le conservatoire, mais je crois que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout au conservatoire, vous avez été viré. Alors, j'ai été viré en seconde année et réintégré en troisième. C'est-à-dire? C'est-à-dire que en seconde année, alors je vais pas donner son nom, le pauvre, il est décédé, mais avec le professeur de la deuxième année, c'était un peu compliqué. Maintenant, avec le recul, j'ai compris qu'il portait sur moi une attention toute particulière. Oui, je vois très bien. Mais à l'époque, je le comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi il était tout le temps sur mon dos, pourquoi. Moi, je tournais déjà des films et lui faisait des mises en scène. Donc lui s'absentait et moi, je n'avais pas le droit de m'absenter. Et un jour, il m'a demandé si je pensais que le conservatoire était un pont entre 2 jobs. Et de là, il a demandé à me faire virer du conservatoire ou que je redouble dans sa classe. C'était quand même particulier. Et donc, j'ai dit, non, je redoublerai pas dans sa classe, donc je me suis fait virer. Et Catherine Niégel et Philippe Adrien, qui étaient professeurs, eux, de troisième année, ont dit, nous, on la veut bien dans notre classe.
Donc j'ai été réintégrée. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et vos premiers films, bon, c'était des petits rôles, mais surtout le premier succès, c'est en Allemagne, avec un film qui s'appelle Au-delà Du silence. du silence. Vous avez appris le langage des signes. Oui, C'est le langage étonnant. des signes, l'allemand et la clarinette. Carrément. Oui, parce que j'avais fait un premier film en Allemagne par hasard. C'était une coproduction franco-allemande. Les Français s'étaient retirés de la production. Le réalisateur m'a gardé. Alors c'est un film qui n'a pas fait énormément d'entrées, mais qui était très beau, un film d'arrêt-essai. Et la réalisatrice de Au-delà du silence est venue lors d'un festival assister à cette projection, à la projection du film. Elle m'a proposé son film Au-delà du silence. J'ai dit mais je parle pas allemand, je connais pas le langage des signes. Elle m'a dit c'est pas grave, tu vas apprendre. Et ça c'est merveilleux parce que le cinéma ça offre ça. Je suis partie 2 mois à l'avance, avant le film, à Berlin. Et j'avais une prof d'allemand, j'avais une prof de clarinette et une prof de langage des signes. Et Génial. résultat, un prix l'équivalent des Césars en Allemagne. Voilà, et de meilleure actrice qui n'ont pas meilleur espoir, ça n'existe pas. J'étais hallucinée. Et d'ailleurs, quand ils ont appelé mon nom, l'acteur qui a prononcé mon nom avait un tel accent que j'ai pas compris tout de suite. Que c'était de moi dont il s'agissait. Il a dit « Je le déteste toute ». Et c'est Wim Wenders qui était assis devant moi, qui s'est retourné, il a dit « Je crois qu'on parle de toi ». Voilà. Il y a eu d'autres dates importantes justement à propos de trophées. On en parle avec une autre date, le 24 février 2001, tout de suite sur Sud Radio avec Sylvie Testu. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sylvie Testu qui est au théâtre actuellement avec une pièce intitulée Tout le monde savait, une pièce assez étonnante sur un fait divers dont on parlera. Et on doit savoir maintenant ce qui s'est passé pour vous le 24 février 2001, premier César pour ce film. Les blessures assassines. Donc c'est la 26e édition au Théâtre des Champs-Élysées des Césars, une soirée présidée par Daniel Auteuil. Et là, on vous appelle. Oui, c'est ça. C'est très étonnant, en fait. Alors, ça fait très plaisir d'avoir un César, mais c'est vrai que quand on est jeune, qu'on est assis parmi ce parterre de professionnels qu'on a admirés pendant des années au cinéma, à la télévision, enfin bref, et que d'un coup on vous appelle, il y a un vide, moi chez moi, qui s'est créé, où je me suis dit, oh, mais maintenant il faut que je dise quelque chose. Vous n'aviez rien prévu? Non, parce que sans que je sois superstitieuse, malgré tout, je n'aime pas défier le sort. Ouais. Et donc je me disais, je trouve ça horrible de préparer quelque chose et de rentrer avec sa petite fiche. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Normalement, je suis assez spontanée. Sauf que là, j'étais séchée. Je me suis dit, j'ai eu un trac monstre, comme je n'aime pas à ce point quand je joue, quoi. Mais là, j'étais tétanisée, quoi. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait une autre candidate qui a été nommée pour Meilleur espoir féminin, le film avec Bérénice Bejo. Ah oui. Elle aurait dû gagner théoriquement avec ce oui. titre. Et ça a marché. Alors, il faut savoir que les blessures assassines, c'était un film de Jean-Pierre Denis inspiré d'un fait divers qu'on a un peu oublié. 2 domestiques, des sœurs Papin, qui ont assassiné leur patronne. Voilà, c'est ça. Ce sont 2 sœurs qui travaillaient ensemble comme femmes de ménage. Et puis, elles ont commencé à avoir un rapport incestueux. Et ce que pensaient les 2 sœurs Papin ne regardaient qu'elles-mêmes. Et un jour, la patronne et sa fille rentrent dans la maison à une heure à laquelle elles ne rentraient jamais. Elles ont trouvé les 2 filles un peu échevelées et elle l'a nommée, elle l'a dit. Et Christine Papin est entrée en rage et elle a tué la patronne. C'est fou. Alors, ce genre d'histoire authentique, pour jouer le personnage, c'est pas simple derrière, Sylvie Testu. Non, c'est pas simple parce que il y a une chose qui est vraie, c'est que vous pouvez jamais être plus sincère que la personne qui l'a vécu. Ça, donc il faut être très humble par rapport à ça. Et qu'il faut essayer d'être juste. Parce que rajouter de la violence à la violence ou du triste, enfin du drame au drame, c'est très compliqué. Il faut toujours se tenir un tout petit peu à distance. Et la folie qui s'est emparée d'elle, je crois que il faut rester très cartésien. Il y a toujours une bonne raison. Chez les fous, chez les gens dont on dit fous, Mais et ça, c'est ça qui fonctionne très très bien chez Christine Papin, c'est que c'était quelqu'un d'a priori très cartésien. Moi, je disais souvent ça au moment de la promotion du film, c'est-à-dire que je disais, je pense que sa vie était trop étroite par rapport à sa pensée et ses envies, elle, d'être autonome et de disposer d'elle-même comme elle l'entendait. Le seul problème, là où le bas a blessé, c'est l'argent. Donc elle s'est retrouvée coincée tout le temps avec des patronnes qui passaient un doigt de gant blanc sur la poussière et ils disaient « c'est mal fait, dites-moi ». Alors qu'elle mettait tout son honneur dans son travail. Ça
ça a créé un trouble. Mais d'ailleurs, la pièce de Jean Genet, les bonnes de Jean Genet, c'est tiré de ce fait divers. Exactement. Alors il se trouve aussi que vous avez eu 3 ans plus tard un deuxième César pour un sujet très différent, puisque c'était l'adaptation d'un roman de Amélie Nothomb, Stupeur et Tendrement. Là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non. Et en japonais, c'était moi qui jouais le mieux. Voilà. Parce que, Sylvie Testud, vous avez appris le japonais tant qu'à faire. Alors, j'ai pas vraiment appris le japonais. J'ai appris en tout cas toutes mes répliques en japonais, ouais. Pendant 2 mois et demi, je crois. Tous les jours avec une coach, un professeur, qui me reprenait sur les intonations, sur la prononciation. Et puis, j'ai pris un peu des notions parce que je voulais comprendre quand même ce que me disaient les acteurs en face. Donc c'était beaucoup de boulot. Et puis, à un moment, j'ai pensé que j'y arriverais pas. Et c'est Alain Corneau, qui était quand même un réalisateur de génie et un être humain sublime. À un moment, je lui avais dit, je crois que je vais pas y arriver, parce qu'on progresse vite. Mais au bout d'un moment, on stagne quand on apprend quelque chose. Et j'avais eu comme une sorte de petite panique où je lui avais dit, je suis pas sûr que je vais y arriver. Et il m'avait dit, on t'attendra. De là, tout s'est débloqué. Exactement. Il se trouve que les Japonais, eux, apprennent le français très vite pour une raison très simple. Ils viennent en France pour apprendre la pâtisserie et la confection de chocolat. Et ils ouvrent des boutiques de chocolat français à Tokyo. Il y en a une 40aine aujourd'hui. Oui. Ils sont en train de prendre notre marché complètement. C'est l'image de la France. C'est l'image de la France, c'est pas la plus vilaine. Non. Et Amélie Nothomb, vous l'avez rencontrée ? Oui, j'ai fini par la rencontrer. Avant le film, je l'ai pas rencontrée. Puis c'est un peu une volonté de ma part parce que j'avais envie de créer le personnage. Et puis ensuite, on s'est rencontrés d'une façon assez saugrenue. On s'est rencontrés alors qu'on devait faire une présentation du film à la Fnac. Et elle était là, elle m'attendait. Elle avait bu quelques coupes de champagne, donc ce qui la rendait très joyeuse. Et on a passé un moment délicieux. Et ensuite, on est devenus très complices. Je crois que vous ne buvez pas de champagne vous-même. Non, je déteste. Voilà, c'est bien ce qu'on m'avait dit. Voilà, je n'aime pas du tout le champagne. Vous n'avez pas besoin de ça pour être pétillante. Je vous remercie. Alors, dans ce film aussi, vous aviez appris à manier un pistolet parce qu'il y avait une scène clin d'œil à Police Python 347. C'est ça. J'étais ravie de faire ça. Et oui, c'est Alain Corneau qui tenait à ça. Et donc, dans cette scène dans les toilettes où elle imagine tuer sa supérieure, c'était formidable. Moi, j'ai adoré. Alors, ce qui est étonnant quand même avec vous, Sylvie Testud, c'est que vous prenez des risques. Vous êtes capable de passer d'un drame à une comédie, et le risque ne vous fait jamais peur. Non, ce qui me fait peur, c'est l'ennui. Oui. Ce qui me fait peur, c'est la sédimentation. Je sais pas comment expliquer mieux, mais ce côté un peu toujours au même endroit. Je la sais routine, qui quoi. Je suis. Oui, mais même plus que ça, je dirais. Moi, j'ai toujours du mal avec les gens qui savent exactement qui sont et comment ils réagiraient dans telle situation. Moi, franchement, j'ai des doutes et je les cultive. Et vous fuyez tout ce qui est établi. Ouais, j'ai un peu de mal avec ça. D'ailleurs, je déménage tout le temps. Oui. Voilà, donc c'est peut-être un trouble, hein, j'en sais rien, mais c'est vrai que de me réveiller le matin, appuyer, boum, sur l'interrupteur, hop, la lumière, sans regarder, mettre le café, ça m'angoisse. Et il y a un film aussi où vous êtes surprenante parce que vous jouez une paraplégique miraculée. C'est Lourdes de Jessica Osner, Sylvie Testud. Ah, ça c'est aussi, bien d'en parler, ouais. C'est un film terriblement rare aussi. Il est fort, hein, ce Oui. film. Oui, alors en plus, on a tourné à Lourdes. Oui. Pendant une procession, et c'était l'ordre de Croix de Malte qui était là en même temps que nous, et c'était hallucinant parce que moi j'étais au milieu de gens qui attendaient des miracles, donc qui avaient des handicaps divers et variés, et moi je jouais quelqu'un qui avait une sclérose en plaques avancée. Et donc, toute la journée, je ne pouvais pas subitement me redresser en me disant « Bah non, écoutez les amis, là, je vais boire un verre d'eau. Moi, je suis pas du tout handicapé. » Donc, j'attendais que quelqu'un, un technicien, vienne prendre mon fauteuil roulant et m'emmène plus loin pour me relever et faire autre chose. C'était hyper éprouvant, ce film. Mais c'est un film sublime. Et il y a un autre film aussi très fort qui est lié à une chanson. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble. Les mots bleus, Christophe. En fait, c'est une des premières chansons d'un inconnu qui s'appelait Jean-Michel Jarre. Oui. Et il y a un Olympia fabuleux, je ne sais pas si vous le savez, où par magie, parce qu'il avait fait appel à Dominique Webb, Christophe est sur son piano et le piano s'envole sur la scène de l'Olympia et monte à quelques mètres de haut. Waouh, non. Et il chante les mots bleus Waouh. au-dessus de l'Olympia. Oh, j'aurais adoré voir ça.
Alors Les mots bleus, c'est aussi un film qui vous tient à cœur, d'Alain Corneau, justement. Bah oui, de toute façon, travailler avec Alain, c'était un miracle à chaque fois parce que c'était un réalisateur rare. C'est quelqu'un à qui on n'avait pas de questions à poser quasiment. Tellement tout était mis en place. Je pense que n'importe qui pouvait devenir un acteur de génie avec Alain Corneau. C'est-à-dire qu'il mettait tellement les choses en place qu'on n'avait qu'à traverser ces séquences. Donc il y avait presque plus à jouer, seulement à réagir à ce qui se passait autour. Et il avait choisi Sergi Lopez, qui pareil, est un acteur qui est très en vie, qui a gardé une grande part d'enfance. Donc tout ça a été une bonne recette pour que le film soit plein de vie. Voilà. Et il choisissait aussi avec attention. Au départ, il voulait mettre une musique de Hind avant de penser aux mots bleus, ce qui a tout changé dans le film. Ce qui a tout changé dans le film, absolument. Alors, ce rôle, c'est celui d'une illettrée pour vous, un rôle de composition totale. Et c'est vrai que là aussi, c'est difficile à jouer. Oui, ce qui est difficile à jouer, en fait, c'est la honte du regard de l'autre. C'est toujours ça, en fait. Ce qui est difficile, c'est de comprendre comment la personne se retrouve dans cette situation. C'est-à-dire, elle a du mal avec sa fille qui ne veut plus parler, cette femme analphabète, et donc elle rencontre le professeur de sa fille, enfin l'instituteur, puisqu'elle est pas encore au collège, et une liaison amoureuse se crée. Sauf qu'elle, inconsciemment, elle fait tout pour que ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est incompréhensible. Parce qu'elle souffre de solitude et tout ça. À partir du moment où quelqu'un la regarde, elle y va pas. Et donc, ce qui est difficile, c'est d'enquêter. C'est pour ça que je dis souvent, on finit par devenir presque psy, nous. C'est-à-dire, on enquête sur notre personnage. Et c'est la honte qu'elle ressent de voir ce qu'elle voit dans les yeux de l'autre, quand il se rend compte qu'elle sait pas écrire. Voilà. En tout cas, vous savez écrire et vous savez aussi jouer. On en parle avec une autre date, le 11 juin 2008. À tout de suite sur Sud Radio avec Sylvie Testu. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sylvie Testu. Vous êtes au Théâtre de l'Œuvre dans Tout le monde savait, on va en parler tout à l'heure. Mais là, le 11 juin 2008, il y a aussi la sortie d'un film très important pour vous et qui a touché le public. C'est un film sur Françoise Sagan. Et là, jouer le rôle de Françoise Sagan, c'était aussi un pari, Sylvie Testu. Ouais, ça c'était un des plus gros paris, je pense. Parce que déjà, d'une part, j'avais l'impression que tout Paris l'avait rencontré, sauf moi. Oui, c'est possible. Même moi, je l'ai rencontré, alors. Voilà. Et non, puis des gens que je connaissais moi, par exemple Édouard Baird, qui allait faire la fête avec elle, enfin, toute génération confondue, tout le monde disait « Ah, Françoise Sagan, Françoise Sagan ». Bon, voilà. Et je me disais, comment faire pour aller au plus près de ce qu'elle était réellement, parce que l'imitation c'est une chose, mais en rendre compte. Et je vais vous dire, c'est un photographe qui s'appelle Hubert Fantôme, qui était photographe à Paris Match, et avant qu'on fasse le film, je lui ressemblais physiquement, et moi j'avais un petit défaut de prononciation quand j'étais petite, et je l'ai identifié chez Françoise Sagan. Je parlais un peu comme ça, moi, et c'était pas loin. Elle l'avait un peu moins que moi petite, mais elle l'avait. Donc je me suis dit, ah déjà j'ai ça. Mais en revanche, une fois habillée, avec tout coiffé, je fais des photos avec Hubert Fantôme. Il retire son œil de l'œilleton et il me dit « Le regard, c'est pas celui-ci. Elle était souvent absente. » Waouh, j'ai dit « Tu viens de me faire comprendre un truc. » J'ai compris un truc. Il y avait quelque chose au fond qui était un peu abîmé. Une toute petite chose. Elle était très souriante, elle était très aimable, mais il y avait une petite chose en dessous. Et ça m'a beaucoup fait avancer, ouais. Oui, c'est vrai que quand on l'a croisée dans les soirées parisiennes, elle semblait ailleurs à certains moments. Voilà. Elle vous écoutait pas en même temps. Ouais, voilà. Alors, vous l'aviez lu, Françoise Sagan, avant de jouer le rôle? Alors, je connaissais seulement 2 livres, moi, à l'époque. J'avais lu, évidemment, Bonjour Tristesse et Les Faux Fuyants. Et puis ensuite, évidemment, j'ai tout lu. Et tout écouté, d'ailleurs, aussi. Et je pense que j'ai changé. Celui que je préfère, c'est Par-dessus l'épaule. C'est celui où elle parle des sorties de ses livres et de sa vie réellement. Et là, j'étais fascinée par le recul qu'elle a, l'autodérision et les endroits d'incompréhension qu'elle a dû traverser, quoi. Oui, parce qu'elle avait une vie hors norme. Moi, je me souviens de 2 interviews. La première, elle n'avait pas voulu sortir de son lit, donc j'étais au pied de son lit pendant 1 heure pour l'interviewer. Et la deuxième, on arrive chez elle dans le 6e arrondissement, elle avait oublié la clé, on est rentré par la fenêtre. Il paraît que c'était une habitude. C'est un personnage hors norme. Mais oui, c'est ça. Surtout, d'ailleurs, quand vous imaginez qu'elle a misé un 8 août,
et qu'elle a gagné 8 millions, ça ne s'invente pas. Non. Qu'elle fait faillite et puis qu'elle décide d'acheter un cheval, qu'elle va appeler Banco, et puis elle gagne. Alors que c'était vraiment le dernier sur lequel tout le monde a misé. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a gagné beaucoup d'argent. Parce que personne n'a misé sur ce cheval. Donc entre très grande chance et pas du tout de chance, et très grande amitié, très grande inimitié, on se rappelle de ses problèmes d'impôts, on se rappelle, voilà, enfin elle a eu plein de tourments, mais en même temps beaucoup de chance par ailleurs. Elle a eu de grands amis et de grands détracteurs. Voilà. Alors effectivement, même François Mitterrand, président, est allé un jour déjeuner chez elle pour tenter de régler ses problèmes d'impôts, et il n'y est pas arrivé. Non, il n'y est pas arrivé. C'est insensé. Et c'est le fils de Françoise Sagan qui a pu régler tous les problèmes. C'est ça. Et heureusement qu'il est là. Alors, il y avait toute l'équipe. Vous ne connaissiez pas Jacques Chazot, c'est des gens comme ça. Non. Vous ne les avez jamais rencontrés. Et puis Guy Roche non plus, bah non. J'ai rencontré personne, mais en fait, Diane avait fait quelque chose de génial, m'a fait rencontrer beaucoup de ses amis. Et en fait, au bout d'un moment, quand on entend parler les gens de Françoise Sagan, il y avait quelque chose qui commençait à se dessiner. Je me disais, ah, je comprends. Il y a une chose que j'ai comprise très vite, c'est que la personne qui était en face de Françoise Sagan, au moment où elle y était, c'était la personne la plus importante de sa vie. Elle ne pensait à personne d'autre qu'à la personne qui était en face d'elle. Et ça, c'est de la générosité. Ça, c'est un trait de caractère que j'ai identifié rapidement et je m'y suis accrochée. Elle était très généreuse, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait pu Voilà, c'est ça. Alors, curieusement, elle a été malade à la fin de sa vie. Sophie vous a rendu malade aussi, Sylvie Testu. C'est vrai. C'est hallucinant. Hein. Oui, j'ai eu une pneumonie juste après. Comment ça se fait? Bah, j'en sais rien. Ah, vous êtes très bien renseigné, hein. Bravo. Eh bah oui. Juste après ce film, on me propose une pièce de théâtre, je ne sais plus, c'était avec Thierry Lhermitte, je ne sais plus pourquoi, on la propose juste derrière. Peut-être une actrice décide de ne plus faire la pièce, j'en sais rien. Donc je dis oui, super, j'avais très envie de travailler avec Thierry Lhermitte, je venais juste de finir Sagan, et là, j'ai une pneumonie, mais démentielle. C'est-à-dire un truc, mais en revanche, la première approche. Donc je ne peux pas dire, je ne travaille pas. C'était l'enfer. L'enfer. Et en même temps, vous avez continué à travailler ensuite, et vous avez vous-même écrit des livres. Car curieusement, au milieu de tout ce que vous faites, vous avez réussi à écrire 5 livres. Sylvie Testu. Ouais, c'est des moments de récréation aussi. C'est-à-dire que, à force on dit souvent que les acteurs donnent beaucoup. En fait, je crois qu'ils ont enfin, moi, pour mon cas, j'ai parlé pour moi, mais on emmagasine beaucoup. On traverse d'autres univers. On rencontre d'autres gens. Donc, on chope à droite et à gauche des rythmes, des pensées, des univers différents. Et le fait d'écrire, ça part de nous, quoi. C'est une récré, c'est vraiment... Moi, j'associe ça. Puis d'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de me lire, oui. Je suis pas de la grande littérature, c'est des moments hyper sympas où j'invite les gens à passer un moment avec moi, en fait, avec une rythmique. Et je prends ça comme vraiment un jeu d'enfant. C'est-à-dire comme quand on était petit, puis qu'on jouait, on disait « Ah, lui, il est super méchant. Ah non, finalement, hyper sympa. » Ça coûte pas d'argent. Si je veux, je mets des hélicos, je mets des avions. J'en fais tomber un. Ah bah non, je le relève. Il me faut 2 phrases. Et hop, il est en très bonne santé. C'est vraiment quelque chose qui est illimité, l'écriture. Oui, et en même temps, il y a du vrai et du faux dans chacun de vos livres. Ah, oui. Vous vous racontez, puis vous montez un petit peu. En fait, je prends vraiment ce que dit... Duras, quand elle dit il faut savoir trahir avec élégance. C'est exactement ce que j'essaye de faire. Je prends des choses que j'ai traversées. On n'écrit jamais que sur ce qu'on a ressenti, non? Et donc moi, je me mets en scène, c'est-à-dire un petit clown. Je prends la partie sombre de ce que je suis, c'est-à-dire que pas sombre, mais la moins glorieuse, on va dire, celle la plus moquable. Et je tire le trait jusqu'à ce que ça devienne burlesque. Et que ça fasse marrer celui qui le lit. Et qui se dise, moi aussi, je suis comme ça. Je ne le dis jamais, mais je suis moi aussi comme ça. Moi, je le fais pas voir dans la vie de tous les jours non plus. Mais je l'écris. Mais il faut trouver le temps de le faire. Ouais, en fait, je réfléchis longtemps. Et une fois que j'ai l'idée, ça va vite. Et ça marche. Je connais des livres que vous avez signés qui se sont vendus à près de 80 000 exemplaires. Ouais. Ça vous étonne? Oui, je suis très étonnée. Et d'ailleurs, les gens m'en parlent comme d'albums de bande dessinée quasiment. Il sort quand le prochain? Non, mais j'ai dit, attendez, faut que je les écrive quand même. Mais je suis ravie. Et d'ailleurs, un des plus grands moments de ma vie, ça a été une fois sur une plage où j'entends quelqu'un rire et c'était mon livre. Je crois que je n'ai jamais eu une satisfaction aussi grande de toute ma vie. Ah bon? J'ai cru que j'allais aller voir cette dame et l'embrasser, lui dire, mais vous savez que c'est moi qui ai écrit ce livre, vous venez de rire.
À quoi vous avez ri? J'avais envie de savoir. Puis je me suis dit, bon, laisse-la tranquille, quoi. Mais j'avais très envie, j'ai failli le faire. Hein. Et le prochain livre, alors, il est en cours? Alors, il est en cours, puis là, pour le coup des lustres. Parce que moi j'écris toujours beaucoup et après il faut que je réduise et que là j'ai changé de vie, enfin il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma vie, je suis en retard. Bon, ça, vous allez rattraper le retard. Et ce qu'on sait peu aussi, c'est que vous avez réalisé des films. Le premier film, c'était c'est le métier qui rentre, je crois. Alors non, ça c'est une adaptation de Diane Curis. Voilà. C'était mon livre. Oui. Mais c'est Diane Curis qui a adapté le livre pour en faire un film. Voilà. Et il y a eu aussi, à ce moment-là, un autre film de vous, pardon, c'est celui-ci. Maman, je n'arrive pas à ouvrir le miel. C'est quoi cette connerie? Tu connais la date Alors, d'aujourd'hui? c'est l'histoire d'une femme qui, à 40 ans, se réveille et qui croit en avoir 25, ce qui est quand même surprenant. Et vous avez décidé de réaliser ce film, Sylvie Testus, c'est une première. Oui, c'était un roman adapté qui avait été écrit par Frédéric de Guelt. La nièce de François de Guelt, Le ciel, le soleil et la mer. Exactement. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme, pour le film en tout cas, parce que j'ai adapté beaucoup, qui se réveille un matin amnésiée de 20 ans. Et elle se réveille, elle est très amoureuse de son mari, et elle se rend compte qu'elle est en instance de divorce, en fait. Donc elle essaye de rattraper toutes les années qu'elle a foutues en l'air, parce qu'elle se rend compte qu'elle est devenue une femme d'affaires, et que le pouvoir, quel que soit le sexe, ne rend pas les gens forcément très aimables. Et ça a été son cas. Et elle se rend compte que pendant 10 années, elle a été pas ordurière, mais pas loin. Et que en fait, elle aime cette vie, elle aime cet homme, et elle aime ce gamin qu'elle découvre qu'elle avait oublié, puisqu'il est petit. Elle veut rattraper et recoller les morceaux, donc elle se cogne un peu contre les murs. Et c'était Juliette Binoche et Mathieu Kassovitz qui faisaient ce couple. Mais en plus, la réalisation, c'est un autre métier que la comédie, Sylvie Testus. Oui, mais alors vous savez ce qu'on dit, hein, on dit quand on ne sait, si vous ne savez pas où mettre votre caméra, demandez à un acteur. Oui. Et on a assez raison. Ces acteurs, on synthétise absolument tous les côtés sur un plateau. On est en prise avec l'ingénieur du son, avec les costumes, avec la lumière, avec tout le monde, le cadreur, les autres acteurs, tout. S'il y a une personne qui sait à peu près comment peuvent s'organiser les choses pour que l'émotion passe, ça sera un acteur. Alors parfois, il peut arriver que les films d'acteurs soient imparfaits, mais il y a toujours de l'émotion qui s'en dégage. Il y a beaucoup d'émotions aussi dans un téléfilm que vous avez réalisé. Pourquoi? Pour la Belgique, parce que ça aurait dû être en France. Il va passer en France. Maman ne me laisse pas m'endormir. Ça aussi, c'est un événement. Alors, je l'ai réalisé pour France 2. Oui. Mais en fait, souvent, les films sont diffusés d'abord en Belgique. Et le mien sera en février. Voilà, il faut autant que ça traverse la frontière. En Ouais. France, voilà, exactement. Et oui, j'ai réalisé, on me l'a proposé. Donc moi, j'ai réécrit, j'ai rajouté un peu ma patte là-dessus. C'est l'histoire de Joseph Boudre. Juliette Boudre, sa maman, avait écrit un livre qui s'appelle « Maman ne me laisse pas m'endormir ». Et en fait, elle a essayé de sauver son fils pendant des années. Il était accro aux anxiolytiques. Et un jour, il a fait une overdose. Et donc voilà, j'ai essayé de réaliser ce film avec beaucoup de vie et de joie d'un gamin voilà, qui a existé très fort avant malheureusement de disparaître. Le film est très fort. Oui, mais justement, c'est dur à tourner comme film. C'est dur de faire passer l'émotion. Alors, ce qui a été dur, c'était évidemment la fin. Mais pendant tout le film, ça n'a pas du tout été dur, parce que ce qu'on voulait faire, c'est montrer un enfant plein de vie, d'intelligence, et c'était le meneur. C'est-à-dire, c'était un gamin, et ça j'en suis sûr, et sa mère me l'a confirmé. C'est-à-dire, c'était un gamin qui, quand il arrivait quelque part, c'était un peu le chef, c'était un peu celui que tous les autres potes attendaient. Et il s'est auto-détruit. C'est-à-dire qu'il est entré dans cette dépendance et il n'arrivait pas à s'en sortir. Mais sans jamais dire qu'il allait mal. Voilà. Mais en même temps, c'est un message que vous faites passer à d'autres mères de famille, parce que ça peut arriver. À d'autres mères de famille et à tout le monde. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments, les gens... c'est hallucinant. D'ailleurs, il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps. Pour un mal de genou, on donne des médicaments. Hop, une femme de 40 ans devient dépendante. Alors, tout le monde n'a pas le même terrain, la dépendance. Mais si jamais, par hasard, vous aviez ce terrain-là, il y a des médicaments, en 400 prises, c'est fini. C'est fini. En même temps, vous Le avez... fentanyl, par exemple, je suis désolé, hein, moi je m'en fous, je travaille pas pour un labo, c'est une catastrophe, quoi. Il y a comme ça des tas de médicaments que vous avez appris et que vous ne donnerez jamais à vos enfants. Jamais. Mais il y en a d'autres que j'ignore. Oui. Parce qu'il y en a
qui arrivent. Avant, on appelait ça des drogues, non? Oui. Voilà, et maintenant on appelle ça des médicaments, pour laisser la part belle aux médicaments. Mais c'était des drogues. Donc, faut faire attention aux drogues. Voilà. Il y a une drogue qui est tout à fait acceptable, c'est le travail et le talent. Ah, oui. Vous l'avez, on en parle avec une autre date, le 4 octobre 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Sylvie Testu. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sylvie Testu. L'actualité avec vous, ça ne manque pas entre les films, les livres et les théâtres. Et le 4 octobre 2022, vous avez débuté au Théâtre de l'Œuvre tous les soirs à 21h, une pièce, tout le monde savait, qui est inspirée d'une histoire authentique de Valérie Bacot, dont on va écouter la voix. Je me souviens bien. Oui, je me souviens bien. 6h du matin. Voilà, On a Valérie vu les- Bacot, c'est une femme qui a tué son mari pour des raisons très précises, et vous l'incarnez à la scène, Sylvie Testu. Voilà, c'est ça. C'est une histoire incroyable, surtout d'une femme qui est maltraitée. Enfin, d'abord, c'est une enfant qui est maltraitée. À 12 ans déjà, son ex-futur mari la violait. Voilà. Déjà, sa mère la frappait. Oui, tant qu'à faire. Ensuite, elle se met avec un homme qui se met à la violer. Il va en prison 4 ans pour agression sexuelle et pas pour viol. Mais bon, il revient, la mère le reprend. Donc, il la viole, il la met enceinte. Sa mère la chasse de la maison. Elle va habiter avec son violeur, qui va finalement lui faire 4 enfants et se dire que, comme c'est un objet, cette femme, il va la prostituer parce que ça peut devenir une rente. C'est ce qu'il fait. Et un jour, elle se rend compte que sa fille, qui commence à avoir 14 ans, va y passer aussi. Et suite à un client un peu plus violent, et cette idée-là de sa fille qui va y passer, elle le tue. Elle essaye d'abord avec des drogues, ça marche pas, et après elle le tue d'un coup de pistolet. Elle va se dénoncer à la police, elle va passer 1 an en prévention, et finalement, il y a un comité de soutien incroyable qui se mobilise pour elle. Oui, parce qu'en fait, c'est là où... Alors, le spectacle ne parle pas de l'horreur, mais de comment ça se fait. Et d'ailleurs, c'est dans le titre que tout le monde savait que personne n'a rien fait. C'est-à-dire, les pouvoirs publics ne se sont intéressés à elle qu'à partir du moment où elle est devenue une meurtrière. Les gens autour d'elle ne lui ont témoigné leur sympathie qu'à partir du moment où elle était emprisonnée et que l'autre était mort. Parce qu'on l'appelle l'autre dans la pièce. On décide de ne pas le nommer et de ne pas l'incarner, puisqu'il n'y a que moi sur scène. Et dans les personnages, j'incarne l'avocate et Valérie Bacot. Et donc, en fait, la question que se posent les gens, le public et moi-même, quand j'ai décidé de jouer cette pièce, c'est quoi cette société? Comment on s'est débrouillé pour faire qu'on puisse vivre à côté de gens qui sont en train de dépérir sous nos yeux? Tout le monde le sait, tout le monde le voit, mais tout le monde vit sa vie à côté, sans rien faire. Comment c'est possible qu'elle soit allée avec ses enfants porter plainte plusieurs fois et qu'il y ait rien qui a été fait derrière? C'est incroyable. C'est incroyable. Ou alors, et elle le dit, et ça je l'ai découvert récemment, j'ai entendu sa voix juste avant son jugement, où on lui pose la question clairement, on lui dit « Mais pourquoi vous n'y êtes pas allé vous-même porter plainte? Pourquoi vous avez envoyé vos enfants ?» Elle dit « Ça aurait été trop risqué. La police ou la gendarmerie l'aurait convoqué, lui aurait posé des questions, et le soir il rentrait à la maison, il m'aurait tué. » Exactement. Et voilà. Alors, il se trouve que l'affaire date de 2016. Le jugement, elle a eu 3 ans de prison avec sursis et 1 an qu'elle avait déjà fait. Elle a écrit un livre. Et c'est à partir de ce livre que cette pièce, tout le monde savait, est née. C'est ça. C'est ça. Et donc moi, j'avais lu le livre bien avant qu'on me propose la pièce, parce que j'étais un peu hallucinée par ce que j'avais entendu un peu à droite à gauche, que réellement les gens le savaient, et surtout sa mère. Le personnage de la mère me rendait dingue. De me dire que elle n'est pas protégée, sa fille, mais à ce point. C'est-à-dire c'est pas qu'elle la protège pas, c'est qu'elle l'offre. C'est hallucinant, ça. Et donc, quand on m'a proposé la pièce, j'ai mis un peu de temps à répondre. J'ai pas dit non, en fait. J'ai pas dit oui, mais j'ai pas dit non. Parce qu'à un moment, je me disais, est-ce que j'ai le courage, quoi? Est-ce que je vais y arriver à traverser cette histoire? Voilà, et réussir à la transmettre, parce que le but du jeu, c'est pas moi de me rouler dans l'émotion, parce que si moi je me roule dans l'émotion, ça se regarde même plus, quoi. On peut rien faire avec ça. C'est moi de transmettre l'émotion aux spectateurs.
Et d'autant plus que le sujet qui sont les violences conjugales, on en parle beaucoup aujourd'hui, on n'en parlait pas voici quelques années. Vous êtes dans l'actualité, Sylvie Testu. C'est ça, tant mieux. Je vais vous dire, tant mieux que ça soit dans l'actualité, mais pas tant mieux que tout le monde soit encore surpris et dise « Purée, mais c'est vrai, faudrait parler, quoi ». Mais en fait, oui. Vous savez quoi, ça me fait penser à une publicité anglaise qui date maintenant. Il y avait un homme sandwich qui avait sur son veston écrit fuck the poor. C'est-à-dire, je le traduis pas, tout le monde aura compris. Et les gens s'arrêtent en disant, mais c'est innommable, vous ne pouvez pas écrire ça sur les pauvres, c'est vraiment horrible. La semaine d'après, il met help the poor. Et personne ne s'arrête. Voilà. Ça résume tout. Alors, le problème de cette pièce qui vous prend aux tripes, Sylvie Testu, c'est justement de jouer sans tomber dans le voyeurisme. Il faut être objective. Voilà, il faut être objective. Et je peux vous dire, il faut avoir de la force. Il faut avoir de la force pour ne pas se coller au drame tout le temps. C'est vraiment, moi, j'essaye de rester le plus droit possible, le plus fort possible. Et cette avocate m'aide beaucoup. Et elle aide beaucoup aussi le public à ne pas non plus subir les assauts. Ce que je dis souvent, le public, il n'a rien fait. Il n'est pas là pour prendre une punition non plus. Non. Mais cette avocate, elle offre une figure féminine très forte. Et elle se moque même quasiment. Elle est même grinçante. Elle dit, après 15 clients, il va lui imposer un dernier rapport avant d'entrer à la maison. Donc ça soulève un peu. Elle dit des choses horribles, mais avec force. Donc ça, c'est une force qu'il faut que moi j'arrive à garder, même quand je suis dans le personnage de Valérie. Parce que, quelque part, elle est restée en vie aussi, cette femme. Elle n'a pas collé son nom au nom de toutes ces femmes qui meurent tous les ans sous les coups de leur mari. Elle a réussi, alors en tuant, moi sincèrement je l'aurais tué avant si j'avais pu, je le dis, chacun fait comme il peut. Mais c'est pareil, dans la pièce c'est très intelligemment écrit, elle le dit à un moment, elle dit, je comprends très bien ce que vous êtes en train de vous dire, c'est pourquoi je suis pas partie. Elle dit évidemment que j'ai envie de partir, mais sans argent, sans pote, on fait comment? Donc c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas, qu'elle explicite. Parce que moi, je l'ai rencontrée. Ah, vous l'avez rencontrée? Je l'ai rencontrée. C'est une femme très intelligente, très rapide d'esprit. Et je vais même vous dire, lumineuse. Aujourd'hui, elle découvre la vie. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je dois respecter aussi quand je suis sur scène. Elle a récupéré ses enfants et elle vit normalement. Alors, normalement, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué après 25 ans de vie comme ça, d'esclavage, quasiment. C'est compliqué. Mais elle est très entourée, déjà par ses enfants. Vous imaginez la résilience. Elle a réussi à aimer ses enfants qui sont les enfants de l'autre, de son agresseur. Elle s'en fout. Elle aime ses 4 mômes. Et c'est eux qui lui ont sauvé la vie. C'est quand même génial. Et en même temps, jouer 2 rôles comme ça en même temps, c'est pas simple. Ça, c'est plutôt salvateur, je vais vous dire. C'est plutôt, je récupère l'énergie de la force, je la lâche, j'en récupère. C'est plutôt, moi je le vois de l'autre côté. Je me dis, ça c'est une chance. Elle va venir voir la pièce, Valérie Bagon? Alors, sûrement un jour, mais ça risque d'être difficile, je pense. J'imagine. En fait, cette pièce, finalement, si vous l'avez faite, Sylvie Testu, c'est pour Valérie Paco, mais c'est aussi pour toutes les femmes, pour qu'elles parlent, parce qu'elle n'est pas le seul dans ce cas. Alors, moi je fais pas d'injonction. C'est pour tout le monde. Je crois pas que c'est pour les femmes, les hommes. D'ailleurs, je suis très surprise. Il y a autant d'hommes dans la salle chaque soir que de femmes. Et autant d'hommes ultra émus que de femmes. C'est hallucinant. En fait, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, ils sont déconnés. Peut-être une fois, vous allez croiser une femme comme ça. Ou un homme, ça peut arriver. Il y a aussi. Ce sera le prochain sujet, certainement. Les hommes qui sont maltraités. C'est possible aussi. Mais il y avait Jacques Vesside, qui était le patron de la Blague Vermeau, qui avait fait une association pour défendre les hommes battus. Parce qu'il était un homme battu. Ça existe. Oui. Mais bien sûr. Et de dire aux gens, voilà, il faut avoir de la force pour se confier. Alors peut-être la première fois, la personne n'a pas la force. Peut-être la deuxième, elle l'aura. Et elle vous demandera de l'aide. Il faut être là ce jour-là. Voilà. En même temps, vous recevez des témoignages réguliers de femmes qui ont eu ce problème et qui ne sont pas allées jusqu'au meurtre. Mais hallucinant. Hallucinant. Alors certaines, c'est leur conjoint, d'autres, c'est d'autres gens. Enfin, c'est waouh. C'est chargé en émotions, ouais. Oui, mais il faut faire quelque chose derrière. C'est-à-dire que ces témoignages, il faut peut-être les faire remonter jusqu'au pouvoir public. En fait, c'est ça. Moi, le constat que moi je fais, je me dis, en fait, on est dans les forces de l'ordre. Est-ce que c'est seulement punitif? Est-ce qu'il n'y a pas de... On n'est pas protégé, en fait.
On est puni au moment où on fait une connerie. Mais la victime, à quel moment elle est prise en charge? C'est dur, quoi. C'est dur de se dire qu'elle y est allée 4 fois. Elle est allée 4 fois avoir des gendarmes. Et 4 fois, ils n'ont pas pris sa plainte. Oui, mais c'est courant. Aujourd'hui, ils ont autre chose à faire. Hein. Ouais, Mettre des c'est contraventions. Ouais, moi, pas. Mais c'est ça. Ce que je dis, je pense qu'aujourd'hui, on va plus en prison pour de l'argent que pour un meurtre ou un viol. C'est hallucinant. Alors, le premier film qui a traité de ce sujet, mais de façon humoristique, c'était La Poison de Sacha Guitry, avec Michel Simon, qui annonçait à l'avocat qu'il avait tué sa femme, ce qui était faux. Et Michel Simon, vous avez un lien avec lui, parce que l'un de vos premiers prix, c'était un prix Michel Simon. Oui, absolument. C'était pour Carnaval. Voilà. Et j'étais ravie d'avoir ce prix. Et surtout que moi, j'adore le film de Duvivier, La fin du jour. Oui. Oh, il m'émeut tellement. Il est tellement émouvant quand il veut jouer Louis Jouvet. Enfin, le rôle de Louis Jouvet. Je l'adore. C'est Don Juan. Il doit jouer Don Juan à la place de Louis Jouvet. Puis, quand il arrive sur scène, il dit « Je suis vieux. Sa vie est passée. » Ça me met à genoux à chaque fois que je vois ce film. Ah, c'était un grand numéro aussi. Il habitait rue Saint-Denis parce qu'il avait vu sur les prostituées qu'il adorait. Et chaque fois que j'allais l'interviewer, il fallut lui donner 100 francs parce que soi-disant il était pauvre. Donc 100 francs c'était beaucoup d'argent au début. Et à sa mort, on a découvert dans un coffre des tableaux de maître d'une immense valeur. Ah bon? Oui. Ah bah ça alors. Et j'ai retrouvé aussi une chose étonnante, votre première télé, Sylvie Testu, ce sont vos débuts au théâtre dans les 50 ans du Festival d'Avignon, la cour des comédiens d'Antoine Vitesse. Oui, oui, c'est ça. C'est votre première télé. C'est ma première télé, absolument. C'était Georges Lavaudan Voilà. qui avait choisi 6 élèves, 12 même, 12 élèves du conservatoire, 6 filles, 6 garçons. Et on était au milieu d'acteurs bien plus confirmés, et dont Samy Fred, enfin des gens comme ça. Et on devait faire un spectacle, ouais. Et moi, j'avais fait un hommage à Pina Bausch. Est-ce que vous imaginiez un tel parcours ensuite? Oh, on n'imagine jamais ça, pas du tout. Non, pas du tout. Non, moi j'étais déjà ravie d'être choisie parmi les élèves du conservatoire. Chaque étape, c'est un peu un cadeau d'anniversaire, quoi. On se dit, wow, c'est super, quoi. Et l'avenir maintenant? Eh ben l'avenir, j'espère que, je sais pas, que les films que j'ai envie de faire vont se faire, que mes écrits continueront de plaire, enfin voilà, quoi. Vous avez une énergie incroyable. Eh ben je vous remercie. Non mais c'est vrai, vous la tirez d'où cette énergie, Sylvie Testu? Oh, je crois que ma force c'est que je dors bien. Oui. Pour l'instant, vous dormiez pas puisque vous êtes tous les soirs au théâtre. Tout le monde savait. Alors, je rappelle que c'est du mardi au samedi à 21h, que vous êtes seul en scène au Théâtre de l'Œuvre et que c'est une pièce d'utilité publique. Oui, c'est ça. C'est ça? Et... Non, mais c'est un objet théâtral malgré tout. Hein. C'est pas. On a fait avec l'aide de la metteur en scène qui s'appelle Anne Bouvier, qui est absolument géniale. C'est quand même. Vous savez, moi j'écris au tableau les noms de chacun et tout ça. Elle a fait une mise en scène quand même qui fait un objet théâtral. Hein. On n'est plus dans le fait divers ou dans... c'est pas les infos non plus. Hein. Non, c'est du théâtre. Ouais. Et c'est le Théâtre de l'Œuvre et je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, et ils sont nombreux, d'aller vous voir le plus vite possible jusqu'au 30 décembre, je crois. Eh ben, je suis là. Et ben voilà. Et ben à bientôt, de toute façon. Merci beaucoup. Merci Sylvie Testu. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.